Si vous aimez l'histoire, alors vous connaissez probablement les principaux empires coloniaux qui existaient à l'époque du colonialisme européen. Grande-Bretagne, France, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Italie. Mais il y avait d'autres nations européennes plus petites qui ont tenté, parfois avec un certain succès, d'établir leurs propres petits empires coloniaux. Et même quelques exemples de nations non européennes qui à un moment donné ont brièvement possédé une forme d'empire colonial. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de quelques-uns des empires coloniaux les moins connus de l'histoire. Tout d'abord, le Danemark. Le Danemark est probablement le plus connu parmi ces empires coloniaux moins connus. Il possédait des territoires, bien que peu nombreux et petits, sur chaque continent à l'exception de l'Océanie. En incluant leurs possessions européennes, également considérées comme outre-mer, il contrôlait de nombreux territoires. La Norvège, l'Islande et les îles Féroé contrôlent la région la plus au nord de l'Atlantique. Bien que ce ne fût pas une route commerciale très rentable, le gain restait limité pour eux à l'époque. Ils ont aussi brièvement dominé une partie de l'Estonie et des terres en Courlande. En Amérique, le Groenland était leur plus grand territoire et reste sous leur contrôle, bien qu'une future indépendance soit possible. Et bien que ces domaines glacés n'étaient pas très rentables, ils servirent tout de même à étendre leur contrôle et à acquérir certains biens arctiques spécifiques, comme les fourrures et les peaux, ainsi que la pêche. Ils se sont aussi étendus dans les zones coloniales typiques. Dans les Caraïbes, ils ont fondé les Indes occidentales danoises et contrôlé Saint-Thomas, Saint-Jean et Sainte-Croix, achetés aux Français. En 1917, l'inverse s'est produit. Ces îles ont été vendues aux États-Unis, aujourd'hui appelées îles Vierges américaines. En Afrique, ils possédaient quelques forts et comptoirs commerciaux le long de la côte, qu'ils ont également fini par vendre aux Britanniques. Ils ont aussi tenté leur chance en Inde et commercé avec la Chine. Leurs colonies étaient Drankabar, Serampore et les îles Nicobar, qu'ils appelaient la Nouvelle-Danemark. Au sommet de leur colonialisme asiatique, ils ont vendu une quantité incroyable de thé aux Britanniques pour un profit gigantesque. Cependant, pendant les guerres napoléoniennes, les Britanniques ont attaqué et détruit les forces navales danoises, forçant ainsi les Danois à leur vendre leurs territoires indiens. En Europe du Nord aussi, Courlande ou Courland, dont je ne suis pas sûr de la prononciation. Comme le Brandebourg et d'autres États allemands avant l'unification, la Courlande a tenté très tôt de coloniser certains territoires. C'était un fief polono-lituanien qui a décidé de s'aventurer sur les océans. Leurs colonies ont été établies sous Jacob, duc de Courlande, et étaient, en raison du statut de la Courlande, également des colonies indirectes de la République des Deux Nations. Entre 1642 et 1682, sous le règne de Jacob, ils avaient l'une des plus grandes flottes marchandes d'Europe. Ils ont voyagé aux Indes occidentales, où des colons ont fondé la première colonie à Tobago. La première tentative de colonisation a échoué, mais une seconde fondation a ensuite bien fonctionné. C'était en 1639. En 1651, le duché a acquis une colonie africaine sur l'île Saint-André, dans le fleuve Gambie. Ils ont également pris le contrôle de terres supplémentaires, y compris l'île Sainte-Marie, l'actuelle Banjul, et le fort Gillifrey. Mais ils n'ont gardé le contrôle de ces terres que pendant moins d'une décennie, avant de les céder à l'Angleterre en 1664. La cession a eu lieu parce que Courlande avait été affaiblie pendant les guerres du Nord contre la Suède. En Amérique, la colonie de Tobago a aussi échoué, surtout à cause de la résistance des autochtones. Un autre effort colonial très méconnu, principalement parce qu'il a été mené par un pays assez inconnu, et aujourd'hui presque disparu, celui des chevaliers de Malte. Ce sont les successeurs, si vous voulez, des chevaliers hospitaliers, qui à une époque ont régné sur l'île de Malte en tant qu'état vassal de la Sicile. Aujourd'hui, leur territoire se réduit à un bâtiment à Rome, mais ils ont été un pays puissant un temps. Ils ont dominé Malte et des zones près de Tripoli, en Afrique du Nord, de 1530 à 1798. Et pendant cet intervalle de temps, ils se sont également aventurés dans les Caraïbes et ont établi des colonies. La colonisation des Amériques par les Hospitaliers a duré 14 ans, de 1651 à 1665. À leur apogée, ils détenaient 4 îles caribéennes, Saint-Christophe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Sainte-Croix. Elles ont été achetées à la Compagnie française de l'île de l'Amérique, récemment dissoute. Cependant, leur domination fut brève, et 14 ans plus tard, ils les ont revendues à la nouvelle Compagnie française des Indes occidentales.
Toujours en Europe du Sud, nous avons Raguse. Raguse était à l'époque une cité-État croate, située sur la côte adriatique. Inconnue de beaucoup, elle avait en quelque sorte une colonie en Inde. Les Ragousins, célèbres marchands et navigateurs, avaient une république marchande comme l'indique leur nom. Dépendaient fortement sur le commerce. À un moment donné de l'histoire, ils possédaient l'une des plus grandes flottes marchandes d'Europe et des ambassades dans de nombreuses villes européennes afin de faciliter le commerce avec ces pays, cherchant probablement à étendre leur commerce avec d'autres continents. Au XVIe siècle, ils ont tenté d'établir une colonie en Inde. C'était à Goa, territoire portugais, donc à ma connaissance, la souveraineté ragusaine n'a jamais existé. Mais ils ont établi un comptoir commercial dans la colonie de Sombrage, avec de nombreux Ragusins natifs qui se sont installés dans la région. Ils ont bâti cette église, réplique de celle de leur ville natale, et l'ont dédiée à Saint Blaise, patron de Dubrovnik. Au début, tout s'est bien déroulé, mais ensuite, sans raison claire, le commerce avec les Indiens a diminué, et de nombreux colons sont partis. En 1667, Dubrovnik a été frappé par un tremblement de terre dévastateur qui a détruit la ville et mis fin à sa prospérité commerciale. Leur puissance financière et militaire a fortement diminué, même en Europe, et tout projet colonial a donc été abandonné. Un grand pays de l'époque qui n'a jamais vraiment réussi à établir une forte présence coloniale était l'Autriche, c'est-à-dire l'empire des Habsbourg. Cependant, ils ont essayé. L'Autriche a brièvement tenté de coloniser les îles de Nicobar, dans la mer des Indes orientales. Mais tout comme les Danois ont essayé et échoué, les Autrichiens aussi ont échoué. Après le départ des Danois, les Autrichiens ont pris le contrôle de la chaîne d'îles et y sont restés de 1778 à 1783. Finalement, la colonie a été abandonnée à cause de la mort de Gottfried Stahl, qui était responsable du territoire. L'Autriche, de moins en moins intéressée par les territoires d'outre-mer, les a finalement vendus aux Britanniques, qui les ont acquis. Il existait aussi une compagnie commerciale en Flandre, la Compagnie des Indes orientales, d'Ostende, société privée fondée en 1715. Mais aucun Autrichien n'y était impliqué, et la seule connexion avec l'Autriche était le fait que l'empereur Charles VI contrôlait leurs terres. En 1778, l'impératrice Marie-Thérèse s'intéresse au colonialisme asiatique et fonde la Compagnie asiatique autrichienne de Trieste. Ils ont tenté d'établir une colonie minière d'or sur la côte du Mozambique, mais cela a échoué, et ils ont rapidement été expulsés par les Portugais. Ils ont tenté d'acheter le Rio de Oro à l'Espagne sur la côte ouest africaine. Malgré le soutien des Autrichiens et de l'empereur lui-même, les Hongrois ont bloqué l'achat au motif que l'expansion navale nuirait au budget national. Ils possédaient une petite concession de 0,6 km² à Tianjin, en Chine, perdue pendant la Première Guerre mondiale. L'Empire des Habsbourg, puis l'Autriche-Hongrie, fut sans doute la seule grande puissance européenne de l'époque sans colonie. Je suppose que la Russie est probablement un autre exemple, ne s'étendant qu'en Alaska et à quelques avant-postes en Californie, entre autres. La raison pour laquelle ces deux grandes nations ne se sont pas tant aventurées sur les océans est simple. Elles se sont aventurées par voie terrestre. L'Empire austro-hongrois a pris le contrôle du territoire d'autres nations naturelles, si l'on peut dire, comme la Bosnie, la Serbie, la Croatie, et ainsi ils étendaient déjà leur domination sur ces nouvelles terres. Ces terres étaient si problématiques qu'elles les occupaient assez, pour qu'ils ne puissent ou ne veuillent s'aventurer ailleurs. Leur problème en Europe était déjà suffisant. La Russie s'est aussi étendue par voie terrestre, mais différemment. Elle a gouverné certains lieux problématiques, et surtout de vastes territoires inhabités comme la Sibérie, dont la colonisation est parfois comparée à la domination temporaire britannique en Inde. Je ne suis pas sûr d'être d'accord, mais c'était important. Plus au nord, la Suède. La Suède, comme le Danemark, possédait d'importantes colonies en Afrique, Amérique et Asie. En Afrique, il détenait la côte de l'or suédoise, Cape Coast, actuel Ghana, avec quelques postes. Fort Apollonia, Christiansborg, Battenstein, Witsen et Karlsborg. Arrivés en 1650, ils ont perdu ces territoires, au profit des Danois et Hollandais. En 1663, en Amérique, ils ont fondé des colonies en Nouvelle-Suède, à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe. La Nouvelle-Suède était une colonie suédoise en Amérique du Nord, située le long du fleuve Delaware de 1638 à 1655. Le fort Christina à Wilmington, Delaware, fut le premier établissement. Puis ils s'étendirent rapidement au New Jersey, New York et Pennsylvanie.
La République néerlandaise conquit la Nouvelle-Suède en 1555 lors de la Deuxième Guerre du Nord et l'intégra à la Nouvelle-Néerlande. Saint-Barthélemy était une île des Caraïbes qu'ils ont vendue aux Français, ne l'ayant gouvernée que pendant moins d'1 an. En Guadeloupe, ils l'ont obtenue après la cession britannique, mais les Français, premiers colonisateurs, l'ont ensuite reprise. En 1733, la Compagnie suédoise des Indes orientales a fondé une factorerie à Porto Novo, aujourd'hui Paringi-Petai. Cependant, après 1 mois, la ville a été détruite par les Britanniques et les Français. Et il semble vraiment que les grandes puissances européennes ont joué un rôle important pour empêcher ces autres petites nations d'atteindre leur niveau de puissance dans le colonialisme. En Scandinavie, la première expérience coloniale de la Norvège aurait été différente de celle des autres pays. Ils n'avaient ni colonie, ni compagnie commerciale à ma connaissance. Ils contrôlaient simplement la Société Domadal au Mozambique portugais, qui possédait des plantations de cocotiers et une usine d'huile de palme. Leur seule véritable expansion territoriale, que l'on pourrait qualifier de colonialisme, a eu lieu bien plus tard, au XXe siècle. La Norvège a occupé la terre d'Éric le Rouge au Groenland de 1931 à 1933. Leurs expéditions en Antarctique ont mené à l'annexion par la Norvège de l'île Bouvet en 1927 et de l'île Pierre Ier en 1929. Leur expansion vers les mers ouvertes a mené à l'annexion complète de ces îles, qu'ils ont conservées contrairement à la plupart des territoires d'outre-mer européens perdus lors de la décolonisation. Bien que celles-ci aient été inhabitées lorsqu'elles ont été revendiquées, il est donc logique qu'elles soient restées leur propriété. La Norvège doit aussi garder sa souveraineté sur la terre de la Reine Maud en Antarctique. De plus, bien qu'il ne s'agisse pas d'initiatives menées par l'État, et qu'elle n'ait donc jamais fait d'eux des territoires norvégiens, de nombreuses colonies à travers le monde ont été fondées par des Norvégiens. Parmi les exemples figurent la colonie norvégienne en Californie, Marbourg en Afrique du Sud, Joinville au Brésil et Northwood en Nouvelle-Zélande. Enfin, seule la Nouvelle-Zélande n'est pas européenne dans cette liste. C'est un choix vraiment discutable, car la Nouvelle-Zélande n'a pas vraiment eu de mouvement colonial, mais elle a en quelque sorte connu un exemple de colonialisme. De 1920 à 1962. Ils contrôlaient les Samoa occidentales, prises aux Allemands qui les dirigeaient depuis 1901. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a mandaté la Nouvelle-Zélande pour gouverner les îles. D'après ce que j'ai lu à ce sujet, il semble qu'ils ne les voulaient pas vraiment, et que les Samoans ne voulaient pas vraiment d'eux, non plus. Et les deux parties étaient heureuses lorsque cette expérience a pris fin. En 2002, le gouvernement néo-zélandais a même présenté des excuses officielles aux Samoans pour leur domination coloniale sur l'île. Ce qui nous rappelle une fois de plus que, malgré l'intérêt historique des empires coloniaux, il faut toujours se souvenir qu'ils ont été construits sur les efforts et l'exploration des populations autochtones, forçant dans la plupart des cas les gens à travailler uniquement pour le profit du colonisateur et les soumettant à une puissance étrangère simplement parce qu'elle était plus forte. Voilà donc quelques-uns des empires coloniaux les moins connus qui ont existé. Des tentatives mineures, certaines échouées, d'autres ayant eu un certain succès, mais restant méconnues, car bien plus modestes que les empires des grandes puissances européennes. Ce sont les principaux que j'ai trouvés, et, sauf la Nouvelle-Zélande, ils sont surtout en Europe. Même la Nouvelle-Zélande a une dimension européenne, vu son rôle de territoire britannique. Donc si vous connaissez d'autres empires coloniaux éphémères, ou simplement petits sur le plan territorial dans l'histoire, dites-le moi en commentaire, et je pourrai refaire une vidéo sur ce sujet. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez, et à bientôt pour plus de culture générale.